Du savoir à partager, des voix à écouter. Une chronique de Bernard Saillag de À la Cantorade, en partenariat avec l'Université du Temps Libre de Guichen. Une parenthèse curieuse et vivante pour explorer des sujets passionnants, racontés par celles et ceux qui aiment transmettre. Bonjour à toutes et à tous. Sur Radio Laser, nous allons parler de l'aventure de la Compagnie des Indes, de la route des épices, dans le cadre des conférences UTL. Et donc nous avons invité la conférencière Géraldine Guérin. Bonjour Géraldine. Bonjour. Qui nous a fait une très très belle conférence, on en parlera. Et puis toujours Michel Lambert qui est toujours là et qui nous fait de très bons, très beaux comptes rendus. Voilà. Oui. Attention, mes chevilles vont oui, moi j'ai bien aimé les autres comptes rendus que tu as fait. Voilà. Donc, on va parler de la Compagnie des Indes et il a fallu naviguer, il a fallu... au début, il s'agissait de passer par la terre, puis finalement, on s'est rendu compte que c'était plus adéquat de passer par la mer. Et donc, c'est parti du Portugal, c'est parti de l'Espagne, c'est ça. Et donc, il a fallu faire du cabotage. Et puis après, on a fait la Vuelta. La Vuelta, c'est-à-dire prendre le vent, c'est ça ? Prendre le large pour trouver les alizés. Voilà. Et ça me fait penser à la course cycliste. On a le Tour de France, on a le Giro, et on a la Vuelta en Espagne aussi. Ça fait penser à ça. Donc, Géraldine, si vous permettez, vous allez nous faire voyager un petit peu en l'espace de 15-20 minutes, si vous voulez bien. Et par contre, on aime bien, toujours dans le cadre de nos chroniques, faire un peu connaissance avec nos invités, avec cette conférencière qui s'appelle Géraldine Guérin, qui a fait un très bel exposé qui a beaucoup plu. On a entendu les échos avec beaucoup de spontanéité. C'est vrai. C'est vrai parce que les gens souvent réagissent très vite. Absolument, Michel. Absolument, c'est Michel. vrai, on voit si c'est bon ou pas bon. Ouais. Là, on a senti ça beaucoup plu. Puis de l'humour aussi. Parfois, c'est bien, quoi. Voilà, de placer ça. Géraldine, quel a été le déclic ? Pourquoi vous êtes intéressée finalement à l'art ? Parce que c'est peut-être pas de l'art ça, mais bon, il y a quand même de l'art aussi quand même. Donc, comment vous en êtes arrivée là ? Toute petite, là, vous intéressiez déjà ? Vous alliez au cinéma sûrement, ou je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous intéressait quand vous étiez petite ? Il y a eu un déclic ou pas ? Je ne me rappelle pas du déclic. J'ai pas une famille très intéressée par la culture, pas du tout. Ouais. Donc je crois que ça vient vraiment de moi. J'ai toujours aimé les musées, déjà. Même toute petite ? Ah, toute petite, ouais. Oui. J'avais quand même peut-être une tante quand même qui m'emmenait au musée. Ah, peut-être, voilà. Et c'est peut-être ça, en tout cas. Toujours été attirée par l'art et par les musées, même si j'ai aucun talent artistique moi-même. Mais justement, l'admiration devant les toiles plutôt d'art ancien, qui fait que j'ai grandi à Nice et j'ai donc fait des études d'histoire de l'art à Nice. Avant de monter à Paris pour poursuivre à l'école du Louvre. D'accord. Alors, c'est quoi l'école du Louvre ? Alors, l'école du Louvre, c'est une école d'histoire de l'art où on peut après se spécialiser. Par exemple, en ce qui me concerne, c'était l'histoire des civilisations. D'accord. Donc, ça m'a permis de me spécialiser un petit peu et puis de vivre à Paris aussi, faut bien l'avouer. Puisque, vous êtes monté à Paris, comme on dit, quoi. Je suis monté à Paris, parce que quand même des musées parisiens exceptionnels pour débuter en tant que guide conférencière. Le Louvre, le musée d'Orsay, c'est quand même des lieux incroyables. Vous êtes niçoise à la base ? Alors, je suis née en Haute-Savoie. D'accord. Je n'ai fait qu'y naître. D'accord. Mais je sais pas trop d'où je suis très embêtée, en fait, quand on me demande d'où je suis, parce que j'ai beaucoup déménagé et en tout cas, la Bretagne, c'est la terre d'adoption, quoi. Oui. D'accord. J'ai aimé vivre à Paris. Oui. Et donc, vous avez quitté le Louvre et vous êtes venu en Bretagne après, quoi. Alors, je suis passée par la Normandie, la Vendée. D'accord. Avant de venir en Bretagne, mais oui, c'est l'endroit où je me suis sentie bien. D'accord. L'endroit où j'ai eu envie de rester. Donc, d'emblée, vous avez choisi, après votre cursus, en quelque sorte, vous avez choisi des professions en rapport avec votre formation, c'est ça ? Ah oui, après j'ai tout de suite été guide conférencière en fait, pour les musées parisiens, puisque c'est là que je vivais, et puis c'est bien pour faire ses armes, les musées parisiens. Sûrement. Il y a du travail, et ça une très belle première expérience qui permet après de postuler ailleurs. J'ai passé 3 ans au château de Chantilly.
musée Condé, que j'ai beaucoup aimé, en Picardie, dans l'Oise. Et donc, arrivé en Bretagne, j'ai trouvé un poste à Lorient, au service d'art et d'histoire, parce que Lorient est une ville classée ville d'art et d'histoire. Pour son patrimoine moderne, ça peut être assez étonnant, mais pour son architecture... Pourquoi à cause de l'architecture l'architecture moderne, l'architecture d'après-guerre essentiellement. Après-guerre Oui, d'après-guerre, la reconstruction. Parce que tout a été détruit à Lorient. Oui, quasiment. Quasiment. Un bon 90%. Ouais. Mais l'architecture de la reconstruction est suffisamment remarquable, en fait, pour qu'il y ait eu un classement. Et puis le passé Compagnie des Indes, bien entendu, aussi, l'histoire des Compagnies des Indes. Et donc, très vite, j'ai trouvé un poste de guide conférencière pour la ville de Lorient, qui m'a conduit au musée de la Compagnie des Indes. Et donc là, vous exercez effectivement comme guide conférencière aussi. Alors aujourd'hui, j'exerce essentiellement comme conférencière. Moins en guide. Vous avez monté votre petite entreprise, comme on dit, c'est ça? J'ai ma petite entreprise, voilà. Qui ne connaît pas la crise. Comme disait Alain Bachung. Ça se passe assez bien. Absolument. Voilà. Et donc, ça qui me permet de bouger un petit peu, parce que j'aime bien aussi, finalement, aller rencontrer les auditeurs aux quatre coins de la Bretagne, et même parfois un petit peu plus loin. Un peu plus loin. Ouais. Enfin, ça vous plaît ce que vous faites. Ça c'est important. Aimer ce que l'on fait. Il y a tellement de gens qui s'ennuient dans ce qu'ils font que franchement, c'est super de voir cela. Moi, j'ai cette chance. Bon, écoutez, c'est bien. Puis vous en avez fait profiter. On avait près de 120 personnes. 120 personnes, Michel. Donc, c'était super. Donc, tout le monde est bien aimé. Et puis, on sent quand quelqu'un est passionné, ça torse. Mais aussi, ce qui n'est pas facile, c'est de vulgariser. Il y a des gens qui peuvent être de très bons chercheurs ou de très bons spécialistes dans leur domaine, mais qui ne savent pas faire passer les choses. C'est pas de leur faute, notamment, c'est vrai. Notamment à l'université. C'est vrai, ça s'achète pas en magasin, c'est sûr. Oui, absolument. Oui. Vous avez suivi des cours d'apprentissage pour vous exprimer dans le cadre de l'école du Louvre? Non, du tout. C'est venu comme ça. C'est venu comme ça. Vous débrouillez bien. C'est gentil, merci. C'est gentil, mais je pensais le fait d'avoir été guide avant conférencière. Oui, c'est ce que j'allais dire. En tant que guide, on n'a pas de notes, on est sur le terrain devant les œuvres. J'ai appris à parler sans notes déjà aussi. C'est très important. Ça, c'est bien. Et ça, on n'est pas formé à ça nécessairement au niveau universitaire ou scolaire. C'est vrai. C'est vrai. Toi, on apprend sur le terrain beaucoup, c'est sûr. On apprend sur le terrain. Bien, maintenant ça va, on vous connaît un peu, Géraldine. Donc vous allez nous faire voyager un tout petit peu, si vous voulez bien. Les trajets, alors on disait que la Compagnie des Indes, ça partait d'abord du Havre et après c'est parti de Lorient. Vous pouvez préciser ça? En 1664, quand la Compagnie des Indes est créée par Colbert, le premier chantier, les bateaux partaient du Havre. On avait choisi le Havre, qui était une assez mauvaise idée, en fait, par rapport à parce que les Anglais, ils n'étaient pas sympas. Voilà. Le roi avait choisi, sans doute. Oui, Colbert. C'est Colbert. Oui, le Havre, pour sa proximité, pour la Seine, en fait. Tout de suite la Seine, tout de suite Paris, Pour acheminer les marchandises. Mais les Anglais sont juste en face. Et c'était peut-être pas la meilleure stratégie. Et donc, très vite, on a décidé de déménager côté Atlantique, loin des Anglais, dans cette rade qui est une rade qui ne s'appelle pas encore la rade de l'Orient, parce que l'Orient n'existe pas, mais qui a le mérite d'avoir... C'était au niveau de Port-Louis. C'était au niveau de Port-Louis, c'est ça, tout à fait, qui est à l'entrée de la rade, qui possède déjà sa citadelle, puisqu'elle a été construite sous le règne d'Henri IV par les Espagnols. Et puis il y a cette île de Groix qui est devant, qui fait un écran de protection naturelle aussi. Donc c'était vraiment... Alors ça le départ à partir de Port-Louis puis l'Orient, c'était après les voyages de Christophe Colomb et autres, non? Ah oui, bien après. Oui, on est au XVIIe siècle. Oui, parce qu'eux avaient déjà fait leur parcours, en quelque sorte. Alors, j'ai trouvé aussi intéressant quand vous nous disiez, c'était... faut me corriger, parce que je ne suis pas un spécialiste.
quand Christophe Colomb a dit moi je vais prendre plus court, je vais faire le tour, mais il est arrivé finalement en Amérique, comme on dit. Il pensait arriver en Asie. Ouais. Et après, il y a une décision du pape de diviser le monde en deux. C'est le traité de Tordesillas. C'est quoi ça en 1494. Ouais. Donc le pape a divisé le monde en deux. Comme ça. Et comme a dit Madame, c'est comme on coupe une pomme en deux. Voilà, il fallait trancher. Puisque pour éviter les conflits entre Portugais et Espagnols. Et là, donc, il y avait l'autorité du pape, et ça a empêché les conflits, effectivement. Ça les a atténués. Oui, voilà. Ça n'empêche pas les conflits. Mais effectivement, on a coupé le monde en deux, en plein milieu de l'Atlantique. Et la conséquence, c'est que, comme on n'avait pas encore découvert le Brésil, le méridien vient couper le Brésil. Oui, une partie, oui. Et donc, le Brésil passe côté portugais. Ouais. Et donc ça a déterminé tout à fait le futur, quoi, en quelque sorte. Oui, complètement, oui. Ça a dessiné un petit peu le futur. Ok, donc on revient maintenant donc au trajet. Il ne voulait pas passer donc par la terre. Pourquoi ? Parce que c'était trop long, trop dangereux ou quoi ? Alors c'est surtout la chute de Constantinople à la fin du Moyen-Âge qui fait que les routes de la soie vont être bloquées de toute manière. Donc ça nous oblige à contourner. On n'avait pas le choix que de faire contourner en fait par la mer. Ouais. Et c'est ce qui a lancé les grands voyages maritimes, les grandes découvertes, c'est cette volonté d'aller vers les Indes, d'aller chercher les épices. Au début, ils avaient peur de perdre la terre, donc ils gardaient la terre en vue, c'était du cabotage sans arrêt. Peur de l'inconnu. Et le plus courageux, ça a été Vasco de Gama. Bartolomeo Diaz, le premier en tout cas à avoir quitté un petit peu les côtes pour aller vers le large. Ah, c'est lui qui a fait demi-tour, c'est ça. Et malheureusement pour lui, il a fait, il a eu une mutinerie sur son bateau arrivé dans l'océan Indien et il a fait demi-tour. Et donc après, c'est Vasco de Gama qui l'a fait, lui. Voilà, Vasco de Gama, donc en 1498, et qui a atteint Calicut en Inde. D'accord. Et ensuite, on est allé plus loin, on est allé en Chine aussi. Alors oui, tout à fait. Ça a été plus tard, ça, non ? Alors, les Portugais ont essayé de prendre contact avec la Chine au début, mais la Chine était très fermée. Ils ont envoyé plusieurs ambassades et ils ont fini par avoir une petite escale à Macao, dans un premier temps. Mais c'est vraiment sous le règne de Kangxi, qui est le contemporain de notre Louis XIV, on va dire, que la Chine a commencé à s'ouvrir timidement au monde avec le port de Canton. D'accord. Alors tout ça, c'était pour aller chercher des épices, du coton, c'est ça ? Alors du coton en Inde, mais coton en Inde et des épices plutôt en Inde aussi d'ailleurs. Oui. Et la Chine, c'est la porcelaine, le thé, la laque. Ouais. Alors j'ai appris un truc aussi que je connaissais pas. Quand on dit vous allez payer en espèces, eh bien c'est en référence au mot épice. Voilà, épices en ancien français. On apprend beaucoup de choses comme ça. C'est comme salaire qui vient de sel. Oui, absolument. Oui, exact, c'est vrai. Salaire, ça vient de sel. Et donc, quand on parle d'une espèce, l'espèce humaine, par exemple, c'est en référence aussi aux épices. Je ne pense pas. Il faudrait regarder le dictionnaire étymologique. Sommes-nous des épices Là, je ne pense pas. Nous sommes une espèce, en tout cas. C'est une remarque un peu salée, là. En quelque sorte, Michel, en quelque sorte. Voilà. Donc, il y a aussi quelque chose qui m'a aussi marqué, c'est par rapport aux esclaves, où pour les acheter, on donnait des petits objets, puis après on les plaçait au-dessus de la cale, je crois, dans les bateaux. Dans l'entrepont, oui. Quand les navires sont construits pour le commerce négrier, ce qui n'est pas toujours le cas. Ça dépend si c'est du commerce légal ou pas. Mais effectivement, si c'est un bateau négrier, il y a vraiment un espace réservé aux esclaves. Alors, le bateau négrier ne servait pas pour aller chercher des épices, par contre, uniquement... Non, c'était construit pour le commerce triangulaire, et il ne servait qu'à ça. D'accord. Et donc, j'ai aussi bien noté, moi, en l'occurrence, l'histoire de Paul et Virginie, qui était impressionnante. L'histoire aussi, sur cette île aussi, où ils ont été abandonnés, ces esclaves, parce que le bateau avait coulé. C'est ça. Et donc, ça a été étonnant quand même. Il n'y en avait que 7 ou 8. Donc, on a dit, on va venir vous chercher. Et puis,
aux Noirs, c'est ça, hein? Oui, en fait, c'était des Malgaches qui ont été vraiment abandonnés sur cette île déserte et toute petite, et sans rien, sans végétation, sans nourriture. Il n'y a pas de végétation, rien, quoi. Ils leur ont laissé des vivres pour 2 mois, mais ils sont revenus les chercher 15 ans plus tard. Et alors, il y a 8 personnes qui avaient survécu. Comment elles ont pu survivre par le poisson, par quoi? Effectivement, c'était 7 femmes et un bébé de 8 mois, et elles ont survécu principalement en mangeant des tortues. Les tortues qui venaient pondre sur l'île, et puis voilà. les sternes qui venaient nicher également. Donc les œufs des tortues, les œufs des sternes, mais également les sternes qui, ne connaissant pas l'homme, se laissaient attraper assez facilement. Et les tortues, c'est essentiellement ça, en fait. Qui leur a permis ça. Et ils étaient 80 à avoir été abandonnés, c'est ça? Alors, oui, 88, même selon les archives. Voilà, peut-être quelques morts... pendant la période des Français aussi, pendant les 2 mois où sont restés les Français. Et on estime à peu près à 80 personnes laissées sur l'île. Et l'histoire de Paul et Virginie dérive d'un fait historique aussi, je crois. Oui, tout à fait. C'est l'histoire de Pierre Poivre, qui est ce grand voleur d'épices, qui porte lui-même un nom épicé, et qui, après moult péripéties, a réussi à briser le monopole hollandais sur le clou de girofle et la noix de muscade, et s'est installé donc sur l'île de France, l'actuelle île Maurice, avec sa très jolie femme, très jeune femme, de 30 ans, sa cadette. Qui a été convoitée par Bernardin de Saint-Pierre. Le vilain. L'auteur de Paul et Virginie. L'auteur de Paul et Virginie. Et c'est donc en souvenir de cette jolie Françoise Robin, donc la femme de Pierre Poivre, qu'il a créé son personnage de Virginie et son petit roman qui aura beaucoup de succès. Beaucoup de succès. Et il y avait beaucoup de représentations de Paul et Virginie. C'était très demandé à l'époque. Pour être à la mode, il fallait ça. Il fallait une représentation chez soi de Paul et Virginie, soit sur son service à vaisselle, soit sur sa pendule, soit un bijou, peu importe. Mais... toujours ça. J'ai bien aimé... Si tu as des choses à dire, il ne faut pas hésiter, Michel. J'ai bien aimé les palampores, et notamment l'arbre de vie, par exemple, c'était super. Ça se fait toujours actuellement, non? Alors, si, je crois que c'est tout à fait un artisanat, pas qu'en Inde d'ailleurs, en Indonésie. Il me semble qu'on appelle ça le batik. On les met plutôt sur les murs, non? Oui. Alors, les palampores, ça se met sur les murs. Oui. Enfin, nous, les Européens, on les mettait sur les murs, même si en hindi, ça signifie couvre-lit. Ah bah oui, voilà. Mais c'est donc de grandes tentures de coton colorées, qu'on appelle également les indiennes. Et c'est vrai que c'est très beau, et c'est assez étonnant de les voir 250 ans plus tard avec des couleurs aussi chatoyantes. Et l'arbre de vie, c'est tout un symbole aussi. C'est un symbole, alors c'est à la fois un symbole indien et aussi occidental, finalement, quelque part. C'est un motif qui réunit deux cultures. L'Occident et l'Orient, quelque part, c'était joli. Alors, toute cette aventure de la Compagnie des Indes s'est achevée vers 1793, je crois, année de la Révolution française, et puis aussi parce que on avait découvert les secrets de... Alors, on avait découvert pas mal de secrets, à vrai dire, à peu près tous. Puisque dites-nous quels secrets on avait découvert. On avait découvert comment faire de la soie. Alors la porcelaine, soie. La porcelaine, on a découvert du kaolin, un gisement de kaolin. Et puis ces gisements de kaolin existent un peu partout. Oui. Alors, il y en a partout, mais le premier découvert en Europe, c'est en Saxe. Ça a donné la porcelaine de Meissen. C'est ça. En 1709. Oui, c'est les Allemands qui ont commencé à faire de la porcelaine. C'est les Allemands. Et puis les Français en 1769. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on a compris le secret de la porcelaine, de la soie, qu'on a réussi à voler les épices et à les acclimater dans des possessions françaises, on n'avait plus tellement besoin de faire du commerce avec l'étranger. Seuls les Anglais ont continué pour le thé. Pour le thé, c'est ça. Oui. Le thé... Ceylan, partout, quoi. Alors, le thé de Chine, au départ, et puis c'est justement les Anglais qui l'ont volé en Chine et acclimaté sur l'Himalaya. Aussi, oui. J'ai trouvé super aussi dans le cadre de votre conclusion, la Vierge à l'enfant
faite par des Asiatiques, c'est ça? Ah oui, elle est formidable, c'était super. Cette statuette. Alors, nous, les Blancs, on nous appelait des nez longs, c'est ça? Les longs nez, ouais, les longs nez, les grands nez. Oui. C'est vrai qu'ils ont des petits nez, hein, les Asiatiques, à côté des nôtres. Donc, on a une Vierge qui a plutôt des traits asiatiques, mais avec un gros nez. Ouais. Voilà. Et ça, c'est parce que les, entre guillemets, colonisateurs, on leur a demandé, est-ce que vous pouvez nous faire quelque chose à la sauce occidentale, en quelque sorte, chrétienne? C'est tout à fait ça. On leur demande de faire une Vierge à l'enfant alors qu'ils ne sont pas chrétiens et qu'ils ne savent pas qui est la Vierge à l'enfant. Ouais. Donc, ils ont leur référence à eux et ils essayent de s'adapter. Et c'est ça qui donne des résultats à la fois amusants, émouvants. Ouais. Et c'est vraiment un chouette témoignage de cette rencontre. C'est très bien votre conclusion aussi. Alors, Géraldine, quand on finit un interview comme cela, on a l'habitude ici de demander si notre invité veut bien adresser un petit message à nos auditrices, à nos auditeurs. Peut-être que vous allez accepter de dire quelque chose. Quel message proposez-vous? Je vais me dire, métissez-vous, voilà, dans tous les sens du terme, puisque c'est vrai que l'histoire dont je vous ai parlé, c'est une histoire finalement de métissage, de rencontre, de tolérance, et voilà, aller à la rencontre de l'autre. Et alors là, c'est vrai que ça s'est fait pas toujours dans la douceur, voilà. Alors on est d'accord. Mais ça aboutit à un métissage, effectivement. Mais ça aboutit à un métissage et une rencontre de l'autre, qui n'a pas toujours été pacifique, bien sûr, mais dans le cadre de la rencontre franco-chinoise, on a des objets au musée de la Compagnie des Indes, des porcelaines qui sont assez incroyables à ce niveau-là. Oui. Alors peut-être qu'on peut inviter nos auditrices et nos auditeurs à aller à Lorient. Ah je ne peux que vous conseiller. Alors il vaut mieux aller à Port-Louis pour voir le musée de la Compagnie des Indes, parce qu'il est dans la citadelle de Port-Louis. Oui. Mais c'est un musée qui appartient à la ville de Lorient. Donc un petit conseil, c'est aller voir le musée de la Compagnie des Indes à Port-Louis, puis pourquoi pas, prenez le bateau. En 10 minutes de traversée, le bateau-bus, et vous êtes à Lorient pour voir ce qui reste du passé de la Compagnie des Indes, parce qu'il y a quand même quelques bâtiments du XVIIIe siècle. D'accord, donc écoutez bien, vous avez maintenant les conseils. On fait une belle journée sur la rade de Lorient. Oui, de Géraldine, donc allez à Lorient. En tout cas, on retient, métissez-vous, acceptez la tolérance, il faut être tolérant. La différence de l'autre ne peut que nous enrichir, dit-on. Tout à fait, oui. D'accord. Tout à fait. Belle conclusion. Oui. Merci beaucoup, Géraldine Guérin. Merci à vous. Pour votre belle conférence et pour cet entretien que nous avons eu avec Michel. On vous souhaite un bon retour dans votre ville, voilà. Et on sera content de vous retrouver, je pense, l'année prochaine d'ailleurs, je crois. Avec plaisir. Oui, c'est le café. Sur ce sera sur le café. Sur le café. Ça a été retenu toujours. Voilà. On a retenu ça. Ouais. Très bien. Au revoir à toutes et à tous. Prenez soin de vous et écoutez, essayez de mieux comprendre les autres. Parfois, pour mieux se comprendre soi-même, aussi, c'est utile. Au revoir. Au revoir, Géraldine. Merci. Au revoir. Au revoir.